Non, 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 il n'y a pas de profiteurs d'inflation, entre guillemets, bien sûr, dans le secteur alimentaire. C'est ce que nous assure Bruno Le Maire, malgré 12% d'inflation en un an sur justement ces produits alimentaires. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sana pour le site Insolencia et donc le ministre de l'économie qui a commandé une étude sur le sujet donc à l'inspection générale des finances. Gros boulot puisqu'il a fallu prendre un échantillon d'une douzaine de produits alimentaires du quotidien, les yaourts, les escalopes de poulet, la baguette et j'en oublie. L'IGF, il faut expliquer un peu la méthode, a regardé ensuite l'évolution dans le temps des marges en fait, des différents acteurs de la chaîne, de cette chaîne-là de production, le distributeur, l'industrie agroalimentaire. Résultat, c'est un peu circulé, il n'y a rien à voir parce qu'apparemment, aucun industriel n'en a profité pour augmenter ses marges. On referme le sujet, on arrête la vidéo là. Non, alors on peut en discuter un petit peu, David. Alors d'abord, bon, bah, l'IGF travaille un peu, ça leur fait du bien, c'est très bien. C'est pas un si gros boulot que ça pour un organisme et un service comme l'IGF que d'étudier l'évolution des prix de 12 produits. Je vous assure, ils vont s'en sortir. C'est des gens qui ont la tête bien faite. Ils auraient pu même en étudier un petit peu plus. Mais ça n'aurait pas changé grand-chose. Effectivement, il n'y a pas eu de, Pas de de... rémunérations excessives. Non, Et, encore, et non, bien au non. contraire, l'industrie agroalimentaire aurait comprimé ses marges et la Oui, grande distribution n'a pas contribué à renchérir le prix des produits alimentaires. Donc on se dit, bon, bah, il n'y a pas de marge indue, absolument. il y a rien de... Globalement, tout le monde a été extrêmement raisonnable parce que vous avez une véritable inflation, il y a un véritable problème de fond. Ce problème de fond, d'ailleurs, il n'est pas uniquement lié à des facteurs inflationnistes, vous avez également des facteurs normatifs, on va en reparler, qui sont pointés par le rapport de l'inspection générale des finances. Et donc, si vous voulez, bah, vous avez des chaînes de production qui sont complexes, vous avez des coûts de production qui ont augmenté, vous avez des empilements de complexité énormes, et donc à l'arrivée, vous avez des produits qui aujourd'hui ne peuvent plus être pas chers. Ça n'est plus possible en fait. Et donc, d'ailleurs, ça ouvre la voie à une autre réflexion qui est que l'inflation que nous vivons va très certainement être beaucoup plus pérenne et beaucoup plus durable que ce que beaucoup anticipent, y compris, on en avait déjà parlé David, hein, y compris les banques centrales. Les banques centrales sont toujours dans cette idée que l'inflation pourrait être temporaire et qu'on va pouvoir casser l'inflation avec C'est l'outil ce que nous a dit monétaire qui... pardon, le gouverneur de la Banque de France il y a une dizaine de jours, qui était présent sur ce plateau le lendemain de la BCE en disant d'ici 2-3 ans, l'inflation sera revenue à 2%. Eh ben, j'y crois pas un seul instant. Et pas uniquement Oui, mais parce que lui, il est c'est une gouverneur de la question Banque de de... France. Oui, non, mais il est ce qu'il veut. Aucun gouverneur n'avait vu arriver aucun gouverneur de banque centrale n'avait vu arriver l'inflation, à croire qu'elle se voit mieux du haut d'un grenier normand. Mais ce qui se passe, si vous voulez, c'est que vous avez des facteurs inflationnistes de fond. Et d'ailleurs, ils sont très bien pointés par ce rapport de l'inspection générale des finances. Alors peut-être que les inspecteurs généraux des finances sont les derniers des abrutis également, mais ils vous parlent de quoi? Ils vous parlent de la guerre en Ukraine, ils vous parlent d'un facteur de reprise post-Covid, c'est le fameux choc d'offres versus, enfin choc de demande versus choc d'offres et absence d'offres. Ils vous pointent le réchauffement climatique, ils vous pointent la flambée de l'énergie, ils vous pointent les crises sanitaires animales. Vous savez par exemple qu'aujourd'hui, on a une grippe aviaire, donc on a moins de poulets, moins de canards, etc. Demain, on aura une grippe porcine, on aura moins de cochons. Après-demain, on aura des problèmes sur les ressources halieutiques et on aura plus de poissons ou moins de poissons. Il vous pointe la pénurie de main-d'œuvre, il vous pointe un certain nombre de facteurs Mais tout qui ça, on le sait sont déjà. non, mais on le sait déjà. Mais David, on le sait déjà, mais on fait comme si on ne le savait pas déjà, en fait. Donc, on sait qu'il y a tous ces facteurs et on vous dit non, mais l'inflation, vous inquiétez pas, elle va rester temporaire, elle va pas durer longtemps. Et puis, en plus, elle va pas aller haut du tout. Non, 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 ça va bien se Oui, mais passer, David, je vous le assure. pétrole ne va pas augmenter de 50% tous les ans. Vous le savez, ça. Mais si le pétrole n'augmente pas de 50% tous les ans, que vous continuez à avoir des pénuries de main-d'œuvre, que vous continuez à avoir des crises sanitaires et des empilements de crises sanitaires, que vous continuez, ou voire même que vous amplifiez des phénomènes de raréfaction des ressources agricoles parce que vous avez des très forts épisodes caniculaires et vous avez les conséquences du réchauffement climatique. Vous rajoutez à ça des tensions sociales importantes. Vous rajoutez à ça le renchérissement quand même de l'énergie et peut-être faut-il se poser aussi la question
question de la transition et du coût de la transition écologique et énergétique. Aujourd'hui, par exemple, en Belgique, ce n'est pas le cas en France, mais en Belgique, vous avez de plus en plus de supermarchés qui sont en train de fermer leurs rayons surgelés. D'accord? Parce que faire marcher les congélateurs et la chaîne du froid à -20, -30, -40 degrés, c'est très compliqué. Je vous donne encore un autre petit exemple. Vous avez dans l'alimentaire, que je connais très bien par ailleurs, vous avez par exemple, si vous êtes un petit traiteur, vous venez de cuisiner un plat, et puis ce plat, il faut le refroidir. Et vous allez devoir utiliser ce qu'on appelle une cellule de refroidissement rapide. Une cellule de refroidissement rapide, ça va faire passer votre plat de plus 100 degrés à -20 ou -30 en quelques minutes pour des raisons d'hygiène. On peut tous bien comprendre, hein. C'est une bonne idée, ça évite de rendre les gens malades, c'est encore plus aux normes, c'est encore plus mieux, plus. Sauf que ce sont, un, des machines qui coûtent très cher, deux, ce sont des machines qui consomment énormément d'énergie. Donc plus vous, et c'est ça, hein, l'inflation normative sur le prix de vos produits alimentaires. Donc plus vous renforcez les normes d'hygiène, plus vous renforcez la consommation énergétique pour avoir des normes d'hygiène meilleures, et plus vous augmentez le coût en dehors même, David, de tout facteur inflationniste qui serait simplement le prix du pétrole ou ce genre de choses. Vous êtes en train de gérer en extinction toute la chaîne de production, toute la chaîne de transport, d'accord? Puisque les moteurs thermiques, c'est terminé en 2035. Donc, on gère tout ça, on va gérer tout ça en extinction. C'est-à-dire pendant les 10 prochaines années, plus personne va investir. On en avait parlé dans les capacités de raffinage, dans les capacités de diesel. Bon. Vous faites comment pour transporter tout ça à -20, à -30, à -40? Donc, vous avez, et c'est également pointé par le rapport de l'inspection générale des finances, vous avez un empilement aussi d'intermédiaires, de participants sur la chaîne de valeur. Vous avez le producteur, vous avez les grossistes, vous avez les détaillants, vous avez les négociants, vous avez évidemment les transporteurs, les transformateurs, etc., etc. Donc, vous avez des chaînes qui sont de plus en plus complexes. Et ce qui explique, pardon, je vous coupe juste, Charles, ce qui explique donc qu'on est 2 fois plus, parce que ce qui surprend comme un des mortels dont je fais partie, c'est qu'on a 6% d'inflation en France, en gros, grâce à ce qui a été fait au bouclier. Normalement, on devrait en avoir 2 ou 3 points de plus d'ailleurs. Mais on a 12% d'inflation alimentaire. Comment on explique, c'est tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, qui explique qu'on est 2 fois plus, encore une fois, d'inflation au niveau de l'alimentaire. C'est 12% contre 6%. David, on a oublié une chose en fait, qui est essentielle. C'est que, bon, David, vous avez moins de cheveux blancs que moi, mais vous avez connu une époque où les prix de l'alimentation, dans le budget des ménages, étaient bien plus importants que ce qu'ils sont aujourd'hui. En réalité, vous savez, quand le président Macron vous parle de la fin de l'abondance, la fin de l'abondance, ce sont des changements très concrets. C'est pas que c'est la misère pour tout le monde dès demain, c'est pas ça la fin de l'abondance. C'est le changement d'un certain nombre d'habitudes que nous avions jusqu'à aujourd'hui. On considérait que se chauffer à 25 degrés, c'était pas cher et qu'on pouvait le faire et qu'on pouvait être en t-shirt. Bon, ok. Et bien là, ça va être un peu plus compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on va tous mourir de froid. Ça veut dire qu'on va changer des habitudes. Et de la même manière, il faut savoir que avant, enfin à certaines périodes, l'alimentaire, ça représentait 30-40% du budget mensuel d'un ménage. Avec les prix, avec l'industrie agroalimentaire, avec la grande distribution, dans les 20 dernières années, le poids relatif du budget alimentaire dans les dépenses des ménages s'est effondré en réalité. Et il n'est pas du tout en cohérence avec le coût écologique de notre alimentation. Donc, tout ça est extrêmement logique, et cette inflation dans les prix alimentaires, non seulement elle va durer, non seulement elle va s'installer, mais en plus elle va considérablement s'amplifier. Et je vous donne simplement un exemple. Ce n'est pas un produit alimentaire, mais c'est un produit du quotidien qu'on va acheter dans nos courses et qu'on utilise tous, qui est le papier toilette. Bon. Le papier toilette, si vous raisonnez sur le coût énergétique, le coût environnemental, le coût de production, le coût de transport d'un truc qui pèse 200 grammes, qui a un volume important, donc si vous voulez, faut beaucoup de camions pour transporter très peu de poids, en gros, de papier toilette, et qui est un produit qui a une très faible valeur et qui sert à quelque chose qui n'a pas de valeur, qui est s'essuyer le postérieur, je peux vous assurer qu'on n'a encore rien vu sur l'évolution du prix et du coût du papier toilette. Et il y a de quoi réfléchir
à remettre en place les bidets de nos grands-mères. Voilà, c'était mieux avant. Non, mais en tout cas, on finit juste en se disant que, parce que c'est notre sujet, c'est le sujet du jour, il n'y a pas de profiteur d'inflation quand le ministre de Non, il n'y a l'économie nous pas dit de ça. profiteur D'ailleurs, d'inflation. Ouais, Et c'est très intéressant de le noter. Il y a eu d'autres rapports. Hein. le Vous avez, Sénat, l'été oui, dernier. le Sénat, et puis vous avez également deux députés, Aurélie Trouvé, notamment France Insoumise, qui avaient participé à ce rapport et qui avaient eu les mêmes conclusions sur le fait qu'il n'y avait pas de profiteurs et pas de marge excessive. Au-delà de quelques cas particuliers qu'on trouvera Oui, mais évidemment. bon, voilà, mais marginaux, en tout cas, c'était pas du tout systémique. Et donc, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est qu'il y a une véritable inflation. Il y a des véritables causes à cette inflation. Et tant que ces causes ne disparaissent pas, cette inflation va perdurer. Et les causes ne disparaissent pas. Au contraire, elles s'installent. Et je pense que c'est important d'en prendre conscience. Allez, point de vue signé Charles Sana pour le site Insolencia. Et merci Charles, salut. Merci David, merci à tous.